Avant de commencer cet épisode, j'ai une petite annonce à vous faire. Vous aimez écouter À côté de mes pompes chaque semaine. Pour m'aider à aller plus loin encore, je vous invite à me rejoindre sur la plateforme participative Patreon. Patreon est une plateforme de financement participatif qui permet aux créateurs de contenu comme moi de recevoir un soutien direct de la part de leurs fans. En devenant membre de la communauté du podcast, vous aurez accès à des contenus inédits, des épisodes supplémentaires, mais vous pourrez surtout contribuer activement au développement de ce projet. Votre soutien est essentiel pour faire grandir ce podcast. Visitez patreon.com/à côté de mes pompes et découvrez toutes les surprises que je vous réserve. Le lien figure dans les notes des épisodes. À bientôt pour de nouvelles aventures en course à pied et je vous laisse sans plus attendre reprendre l'écoute de votre épisode. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour aux petits membres de la course à pied, c'est Seb et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, podcast dédié à la course à pied et à l'optimisation de vos entraînements. Et pour ce nouvel épisode, 265 aujourd'hui, c'est une capsule L'œil du coach où j'ai plaisir à retrouver Bruno qui se joint à moi pour répondre à une question essentielle que beaucoup d'entre vous se posent. Combien de séances par semaine faut-il vraiment pour progresser en course à pied ? Alors s'il est tentant de chercher une réponse simple, Bruno nous rappellera que la réalité est bien plus nuancée. L'épisode aurait pu durer 30 secondes. Il n'y a pas de bon chiffre pour ce nombre de séances chaque semaine. Que vous soyez coureur débutant ou coureur expérimenté, chaque profil requiert une approche unique. Ensemble, nous allons explorer les clés pour adapter votre nombre de séances à vos contraintes personnelles tout en veillant à ce que votre plaisir et votre progression restent quand même au cœur de votre pratique. Alors, dites-nous combien vous faites de séances actuellement. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à la manière dont ces séances vont impacter votre progression ? Alors, restez avec nous, les prochaines minutes vont vous apporter des éclairages utiles qui vous aideront à mieux structurer vos semaines d'entraînement. Sans plus attendre, je vous laisse profiter de cette nouvelle capsule L'œil du coach enregistrée avec Bruno. Combien de séances dois-je faire par semaine pour progresser ? C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes pour lequel je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Bruno, c'est un plaisir de te retrouver pour cette nouvelle saison des capsules L'œil du coach, avec aujourd'hui une question que j'entends souvent dans mon groupe d'entraînement et dans les pelotons de coureurs. Bruno, combien faut-il de séances pour progresser ? Est-ce qu'il y a un nombre idéal ? Bonjour Sébastien, ravi moi aussi de te retrouver et de retrouver tous ceux qui nous écoutent. J'ai cru comprendre par certains retours qu'ils étaient de plus en plus nombreux et que ces capsules avaient du succès, donc tant mieux, ça fait plaisir et ravi de repartir encore une nouvelle saison et de répondre à toutes ces questions. Alors, oui, c'est une question que beaucoup se posent puisque forcément on a envie de progresser, on a envie de s'améliorer. Alors, comme souvent, lorsqu'il s'agit de répondre à une question qui est quand même très générale, je crois que j'étonnerai personne pour ceux qui ont l'habitude de nous écouter en disant qu'il n'y a pas une seule réponse à cette question. Ce serait simple, ce serait bien. Souvent, c'est ce que les gens attendent. Mais bon, je pense pas que réduire les choses pour les expliquer, comme souvent on peut l'entendre ou le lire avec des notions en entraînement de course à pied, ça soit la bonne solution. Enfin, en tout cas, c'est la solution de facilité. Mais je pense que dans ces capsules, on essaye justement d'aller un peu plus dans le détail, de répondre à tous les types de coureurs qui nous écoutent. Alors je voulais préciser ça parce que on va pas donner la recette magique, ça n'existe pas. Voilà. Alors moi, ce que j'ai coutume de dire concernant le nombre de séances qu'il faut pour progresser, souvent on me pose aussi moi cette question, quel est le bon nombre de séances ? Pour moi, le bon nombre de séances, c'est le nombre d'entraînements qui est le plus adapté à l'emploi du temps du sportif, sachant que cet emploi du temps, il doit prendre en compte les contraintes professionnelles, bien entendu. 99,9% des gens qui nous écoutent ne sont pas des professionnels. Donc les contraintes professionnelles, les contraintes familiales, on a tous
des enfants, une femme, voilà, il faut prendre en compte ça, hein, c'est important. Et bien entendu les particularités physiologiques, puisqu'on fait du sport, donc si on prend pas en compte la physiologie du sportif, on va pas y arriver. Donc voilà. Alors une fois de plus, hein, j'ai pas répondu à la question, mais chaque cas est particulier, et donc pour certains ce sera 3 séances, pour certains ce sera 6 ou 7. Tout dépend en fait aussi, pour ajouter à ça, le type d'objectif qu'on prépare. Est-ce qu'on prépare un 10 km? Est-ce qu'on prépare un 100 km à l'inverse, hein? Voilà, donc c'est pas il y a beaucoup de facteurs en fait qu'il faut mettre ensemble pour qu'on puisse répondre à cette question, hein. Même si on peut préparer un 100 km en s'entraînant 3 fois par semaine, hein. J'ai déjà écrit un article là-dessus et j'ai déjà répondu à cette problématique. C'est pas parce qu'on fait 100 km qu'on doit s'entraîner 6 fois par semaine, et on peut aussi s'entraîner pour un 10 km tous les jours. Donc voilà. Alors j'espère que j'ai pas réussi à perdre tout le monde en moins de 2 minutes là, mais voilà, je pense qu'il faut vraiment qu'on aille peut-être un peu plus dans le détail et dans des exemples concrets pour répondre à cette question très très générale. Pour quelqu'un, Bruno, qui viendrait à débuter la course à pied, on est sur un profil de coureur qui n'a pas un historique sportif très très important. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui proposer? Une séance tous les 7 jours, c'est peut-être pas suffisant. Exactement. Voilà, c'est le profil type, hein, de la personne qui va courir une fois par semaine. Souvent, je pense que certains se reconnaîtront, c'est une sortie longue, très longue, parce que le coureur qui débute, le sportif qui débute ou la sportive, essaye d'allonger les distances, hein. C'est un peu le cas type. On va courir 5 km, 6 km, 7 km, et puis voilà, la sortie du dimanche, ou l'unique sortie hebdomadaire, est souvent très longue, parce que le défi du sportif qui démarre, du coureur à pied qui démarre, c'est d'allonger les distances. C'est ça qui donne du sens à ce qu'il fait. Donc oui, tout de suite, essayez de lui dire que 2 séances par semaine seront plus efficaces qu'une. Voilà, hein. Si la personne court 1h30, ce sera plus efficace de courir 2 fois 45 minutes. Donc déjà, une séance, on va passer à 2, avec des séances qui seront toujours un peu identiques, puisqu'on a quelqu'un qui débute. Ce seront les séances qu'on appelle de footing ou d'allure 1, enfin voilà, de endurance fondamentale pour ceux qui aiment ce terme. Ensuite, on peut rencontrer un profil un petit peu plus intermédiaire, quelqu'un qui s'est déjà aguerri avec quelques compétitions et qui là a peut-être un objectif de dossard, ce qui fait que pour progresser, pour essayer d'aller chercher une marque chronométrique, il va peut-être falloir augmenter le nombre de séances avec une programmation et une variété dans les séances. Qu'est-ce que l'on va pouvoir mettre pour ce profil de coureur d'un niveau, disons, intermédiaire? Oui, voilà, c'est ça. Moi, j'ai coutume de dire que en dessous de 3 entraînements par semaine, c'est difficile d'envisager des progrès. Alors, on progresse quand on démarre en course à pied, mais pour vraiment se fixer un objectif de dossard, un objectif chronométrique, 3 entraînements par semaine, c'est selon moi un minimum. Et là, justement, on va faire intervenir de la variété dans les entraînements. On va pas répéter 3 entraînements à l'identique. Sur ces 3 entraînements, un des 3 sera consacré à quelque chose d'un petit peu plus qualitatif. On va rompre cette monotonie de l'entraînement toujours un peu à l'identique. On va introduire des fractions un peu plus rapides. Alors, sans parler vraiment de séances très structurées, sans parler de VMA, par exemple, on peut faire des exercices. Ceux qui nous écoutent ont l'habitude de ce que j'appelle moi les déroulés, qui sont un espèce de hors-d'œuvre de VMA, quelque chose qui s'approche de la VMA. Pour des sportifs qui débutent, c'est je pense une bonne manière d'appréhender le fractionné. Souvent on dit aux gens, on le voit aussi sur les forums, sur les réseaux sociaux, pour progresser, il faut que tu fasses du fractionné. Mais attention, le fractionné, il faut bien le faire. Le fractionné, ça peut blesser. Beaucoup de gens disent moi je fais de la VMA, mais j'en fais pas parce que je suis blessé, parce que c'est souvent mal fait. Donc mettre en place un entraînement qui va permettre aux gens d'avoir une méthodologie qui fera qu'ils vont continuer à prendre du plaisir malgré que ces entraînements soient plus difficiles, mais ils vont surtout bien les faire pour ne pas se blesser. Est-ce que tu incites les personnes que tu accompagnes à rapidement se mettre un objectif en tête? Alors pas forcément un dossard, mais d'être capable de courir X minutes, X kilomètres, ou là, de façon un petit peu plus structurée encore, d'avoir une épreuve en tête pour se confronter et épingler un dossard.
Je pense que on a tous une bonne raison d'aller courir. Donc ça peut être pour se vider la tête, ça peut être pour perdre du poids. Mais c'est vrai que l'objectif compétitif, accrocher un dossard sans pour autant se fixer des objectifs inaccessibles, c'est quelque chose qui est très motivant. Souvent les gens le font eux-mêmes. Souvent la porte d'entrée, c'est une compétition qu'on a décidé de faire avec des amis. On s'est lancé un défi. Donc oui, je pense que c'est bien, sans pour autant se mettre une pression qui soit trop importante. C'est bien de se fixer un objectif chronométrique. C'est bien d'accrocher un dossard parce que ça permet aussi d'aborder d'autres aspects bénéfiques de la course à pied, le lien social, la confrontation autrui. Et donc moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer d'inciter en tant qu'entraîneur, en tant qu'éducateur. On n'a pas abordé, Bruno, une dernière catégorie de coureurs, ceux qui ont déjà un niveau très avancé, qui vont vouloir vraiment performer. Jusqu'à combien de séances on va pouvoir leur proposer et à quel moment c'est pertinent peut-être d'ajouter une séance? Alors en fait, il y a des gaps. Moi, ça ne me dérange pas. Je sais que c'est pas quelque chose d'habituel dans les plans d'entraînement. Moi, ça ne me dérange pas pour des gens qui s'entraînent 3 fois, qui ont peu de temps, qui ont des emplois du temps très chargés. Je pense, voilà, il y a des métiers comme les médecins, il y a des métiers comme les chefs d'entreprise où voilà, l'emploi du temps est quand même très très chargé. Ils n'ont pas beaucoup cette possibilité de libérer du temps. Moi, ça ne me dérange pas quand il y a 3 entraînements par semaine de mettre 3 entraînements qualitatifs. Donc les gens qui ont l'habitude de nous écouter ou les gens qui me suivent savent que moi je suis un adepte de la méthode champenoise avec le fameux triptyque de la performance, puissance, endurance, efficience, puissance les séances de VMA, efficience les séances de MA, spécifique donc les séances à l'allure de l'objectif. Moi ça ne me dérange pas de le faire, ça fonctionne bien. Donc on peut mettre une séance qualitative, une séance de VMA, une séance de MA et puis une séance de vitesse spécifique. Donc là, forcément, les gens qui ont 3 séances qualitatives sur 3 entraînements, s'ils en rajoutent une 4e, ce sera forcément un footing. C'est ce que j'appelle moi l'allure 1, donc l'allure de confort. À l'inverse, d'autres sportifs sur 3 entraînements par semaine ne voudront pas ou ne pourront pas faire 3 séances qualitatives. S'ils en font 2 sur 3, la 4e séance, ça pourrait être une séance qualitative. En fait, chaque cas est un peu particulier et quelqu'un qui fait déjà beaucoup de séances qualitatives, je pense à Nicolas, on lui fait un petit coucou, qui lui s'entraîne et pourtant il est chef d'entreprise 5 fois par semaine. La 6e séance, c'est une séance de footing. On ne va pas mettre une 4e séance qualitative, ce serait trop difficile, ce ne serait pas cohérent. Donc en fait, on va aménager le plan en fonction d'un équilibre qu'on va trouver entre séances qualitatives et séances de récupération, séances d'assimilation, qui sont des séances de footing à une allure tranquille, à une allure de confort. Voilà, donc 4 séances d'entraînement, 2 séances qualitatives, 2 séances d'assimilation, de footing. Une 5e séance d'entraînement, on va rajouter une séance qualitative pour en avoir 3 et ce fameux triptyque. Et puis voilà, une 6e, etc., etc. Quel serait justement l'intérêt de ces courses, séances, runs de récupération dans l'assimilation des séances qualitatives? Ça permet de bonifier ce qui a pu être fait la veille entre 2 séances à haute intensité, d'intégrer ces séances à basse intensité. Ça peut permettre de continuer à progresser? C'est ça. En fait, c'est ce que j'appelle la séance verre d'eau. La séance verre d'eau, c'est comme quand vous prenez un médicament, vous prenez un verre d'eau pour faire passer la pilule, si j'ose dire. Ces séances, elles servent un peu à ça. Voilà, elles servent à faire passer la pilule, elles servent à assimiler l'entraînement, elles servent à vasculariser. Donc ce sont des séances qui permettent de bien assimiler la séance plus qualitative qu'on aura fait la veille ou qu'on aura fait juste avant. Elles servent aussi à donner du volume à l'entraînement, parce qu'il faut pas se leurrer. Plus le volume est important et plus on va pouvoir préparer des distances plus longues. On n'est pas dans une optique de volume quand on prépare un 10 km, ce n'est pas nécessaire, mais pour des gens qui vont vouloir se fixer un défi de faire un semi-marathon ou un marathon, il est nécessaire d'avoir un certain volume d'entraînement pour que le corps soit ce corps humain que nous avons à notre disposition et qui a des capacités d'adaptation exceptionnelles, mais il faut lui laisser le temps d'assimiler la charge d'entraînement et ce sont ces séances-là qui permettent de passer de une séance à 2, de 2 séances à 3, de 3 séances à 4, etc., etc. On rajoute pas forcément de l'intensité, on va rajouter voilà ce qu'on appelle du
du volume. Alors c'était ma question, Bruno. Est-ce que l'on va privilégier dans nos entraînements la qualité ou la quantité? Là, on parle de cette notion de volume. On voit des coureurs qui vont semaine après semaine accentuer leur rythme d'entraînement avec toujours plus de kilomètres. Est-ce que c'est forcément nécessaire? Est-ce qu'il ne faut pas peut-être se détacher de cela? On voit sur Strava, on voit sur les réseaux des classements chaque semaine de celui qui va réaliser le plus grand nombre de kilomètres. Faut peut-être pas tomber dans ce piège-là. Exactement. Il ne faut pas tomber dans ce piège et je suis bien placé pour en parler puisque j'ai fait des distances longues, très longues, où on faisait des bornes et j'aime bien cette phrase qui dit qu'il ne faut pas, j'aime bien dire qu'il ne faut pas finir par être borné à force de borner. Voilà, donc attention à trop de volume, attention aux kilomètres entre guillemets inutiles. Parce que on n'a pas forcément le temps pour ça. Donc, avoir une représentation de l'entraînement qui soit axée sur le volume, c'est à mon avis une erreur. Le volume, c'est bien quand on a du temps. Le volume, c'est bien quand le contexte professionnel, familial et physiologique le permet. Mais ce n'est pas une fin en soi. On a des exemples, des tas d'exemples, même si on peut dire que ce sont des exemples qui confirment la règle, mais on a des tas d'exemples de sportifs qui réussissent très bien sans faire un volume d'entraînement trop important. Moi, j'entraîne des gens qui font du 100 km, j'entraîne des gens qui font du 24 heures, qui ont des charges de travail et familiales qui sont très importantes. Ils ne peuvent pas s'entraîner autant que d'autres. Je pense à un athlète en équipe de France, je lui fais un petit coucou, Rudy, voilà, qui a une grosse charge autour de son entraînement. Il ne peut pas faire autant de kilomètres que ses partenaires. Et pourtant, ça ne l'empêche pas de faire du sport de haut niveau. Donc, l'idée après, c'est d'optimiser les kilomètres, de faire en sorte que chaque kilomètre soit un kilomètre utile. Et quand on ne peut pas faire trop d'entraînement, vraiment optimiser au maximum. C'est pour ça que, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, ça ne me dérange pas de mettre 3 séances qualitatives quand la personne ne peut s'entraîner que 3 fois parce qu'elle a trop d'autres choses à faire. Et en parcourant les réseaux, Bruno, je pensais à cette petite anecdote d'un athlète qui évoquait le fait d'avoir raté la séance du samedi et de mettre 2 séances le dimanche pour compenser un petit peu ce manque. Est-ce que là, il n'y a pas aussi un travers de vouloir absolument positionner 3 séances, même si c'est compliqué, on peut ne pas avoir le temps, parce que le rythme de vie, que ce soit professionnel, personnel, nous empêche parfois d'avoir ces 3 séances par semaine. Rattraper une séance qui n'a pas été faite, je trouve que c'est pas le bon plan. Non, c'est pas le bon plan. Moi, j'aime bien les phrases un peu pas les punchlines, mais on ne rattrape jamais le temps perdu. On ne rattrapera pas une séance qu'on n'a pas faite. Donc, vouloir absolument en placer 2 pour se faire plaisir, on va dire, pour se rassurer ou pour se dire qu'on a bien fait son travail, entre guillemets, je pense que c'est une erreur. La charge mentale peut être beaucoup plus lourde sans qu'on s'en rende compte, et au final, on peut arriver à exploser parce qu'on n'a pas réussi à tout organiser. Donc, c'est pas grave si une séance d'entraînement est loupée. Un entraînement, c'est comme une pyramide. Il y a une base. Il faut que cette base elle soit solide. C'est un ensemble. C'est aussi comme une pyramide. C'est pas parce qu'on enlève une pierre qu'elle va s'effondrer. Donc, il faut vraiment considérer que l'entraînement, c'est quelque chose qu'on construit comme un mur, pierre après pierre, qu'on va construire, qu'on va assembler. Et ce n'est pas très grave si une séance n'est pas réussie parce qu'on n'a pas eu le temps. Ça remet pas en cause toute la préparation. Ça va pas détruire le plan. Et il faut justement que l'entraîneur soit là pour rassurer, en disant c'est pas très grave ce que tu as fait. Tu as accumulé semaine après semaine quelque chose qui est déjà solide. Et l'édifice ne va pas s'effondrer parce que tu n'as pas fait une séance qui par ailleurs te sera peut-être beaucoup plus coûteuse en termes de lien social, en termes de lien familial, en termes de charge mentale. Et je pense que le regard d'une personne qui accompagne un sportif va être là important, et de dézoomer un petit peu sur ce qui a été fait sur les semaines précédentes. Un athlète va avoir peut-être parfois la tête dans le guidon, on enquille les séances d'entraînement semaine après semaine, mais si on regarde peut-être son journal d'entraînement, qu'il soit sur papier ou sur une application digitale, on va pouvoir voir ce qui a été fait. Je sais que sur Nolio, c'est des couleurs différentes
en fonction de l'intensité, en fonction de la séance. Là, clairement, on peut traquer, voir si on a eu une certaine régularité, le nombre de séances. Comment tu fonctionnes? Est-ce que c'est des cycles que tu mets en place? 3 semaines où on va monter en charge, 1 semaine de récup? Est-ce que tu as ce rythme-là et comment tu programmes justement les séances d'entraînement de tes athlètes? Oui, c'est ça. En fait, on est là dans la planification. Alors c'est vrai que des applications comme Nolio, que moi j'utilise, permet d'avoir ce regard, enfin cette analyse en fait de ce qu'on appelle les données. Je préfère ce mot-là aux data. Toutes ces données d'entraînement qu'on a, qui permettent d'analyser, de regarder la montée en charge progressive. Moi, je fonctionne effectivement par 3 semaines de montée en charge progressive, 1 semaine allégée, 1 semaine d'assimilation, puis de nouveau une montée en charge de 3 semaines. Mais le début de l'escalier de cette montée en charge, il est toujours prévu pour être au niveau du coureur. C'est-à-dire que dire on doit faire tant de kilomètres pour faire un marathon, on doit faire tant de kilomètres pour faire un semi, ça n'a aucun sens parce que ça dépend justement du contexte de la personne. Mais l'idée, c'est vraiment de partir de ce que le sportif est en mesure de faire. Ça, c'est la base de l'escalier et on va monter 3 marches progressivement en partant donc de ce volume, de ce nombre de kilomètres que le sportif est en mesure de faire et on va redescendre 1 ou 2 marches pour en remonter à nouveau 3 autres. Et progressivement, comme ça, le corps a le temps d'assimiler cette charge de travail. Et moi, j'ai souvent cette réflexion de sportifs. Sur Nolio, ils ont tout le planning d'entraînement, donc tout le calendrier. Et quand on est au début du programme et que ils voient les séances de la fin, en se disant mais je vais pas y arriver, c'est pas possible, c'est trop. Et souvent ils le disent pas, ils le disent après, en disant jamais j'aurais imaginé que j'arriverais à faire ce tel volume. Mais voilà, si on laisse le temps à l'organisme de s'adapter, on arrive à faire des choses vraiment sympas. Et pour les auditeurs qui n'auraient pas d'accompagnement et qui seraient vraiment seuls face à leur pratique, on peut les inciter déjà à s'écouter, à voir finalement cette capacité au lendemain d'une séance à se dire est-ce que j'ai des courbatures, est-ce que je suis peut-être allé trop loin par rapport à l'intensité que j'ai pu mettre, trop de kilomètres, et de ne pas positionner absolument une séance si des signaux au niveau de leur corps leur disent que on n'a peut-être pas totalement récupéré. Faut peut-être aussi là avoir cette conscience de ce qui a été fait dans les jours précédents avant d'attaquer une nouvelle semaine d'entraînement. C'est ça. Et l'entraîneur, il a ce rôle d'être capable de prendre ce recul nécessaire que, comme tu le disais, le sportif n'a pas toujours le nez dans le guidon et il se rend pas forcément compte. Nous, on a cette possibilité parce qu'on est là objectivement à regarder ce que fait le sportif, de lui dire mais attends, stop, regarde, arrête-toi 2 secondes, fais demi-tour. Tu te souviens où tu en étais il y a 4 semaines? Voilà, parce que forcément, on n'a pas, mais on est tous pareils. On a tous besoin d'avoir, dans des moments de notre vie, pas forcément en sport d'ailleurs, quelqu'un qui nous dise, attends, regarde, t'as vu où tu en es là? Ce que nous, on n'est pas forcément capable de faire. Donc là, on va un peu au-delà de l'analyse de l'entraînement. On va aussi un peu dans une partie de préparation mentale. Quand un sportif me dit, Bruno, cette séance-là, je peux pas la faire parce que mon agenda, ça coince. Ben moi, mon rôle, c'est de lui dire, mais t'inquiète pas, c'est pas très grave. Même si parfois certaines séances sont très importantes, mais dire à l'athlète non, tu la fais quand même, ce serait une erreur. Et l'athlète, lui, va se dire, je vais la faire quand même. Donc c'est ça le rôle de l'entraîneur, c'est de prendre du recul et dire, t'inquiète pas, on va la faire la semaine prochaine. T'inquiète pas, c'est pas très grave. Voilà, donc prendre ce recul nécessaire qu'on n'arrive pas forcément à prendre quand on est dans le feu de l'action. Et ça, c'est très humain en fait. Mais ça nécessite d'avoir une relation fine avec l'accompagnant, l'entraîneur, la personne qui propose les séances, et d'être transparent aussi avec soi-même, de se dire aujourd'hui, j'ai peut-être mal dormi, j'ai peut-être une journée compliquée, est-ce qu'il est judicieux d'aller positionner une séance en fin de journée? Je l'ai vécu au retour d'un voyage en Crète, le lendemain d'avoir posé le pied sur le sol français, une journée de cours, reprise de vacances, crac, au bout d'une 2e fraction, le mollet qui siffle, et j'aurais peut-être pas dû la faire si je m'étais vraiment posé, écouté par rapport à tout cet environnement, alors que je revenais de vacances. Mais la charge mentale, comme tu l'as évoqué, était peut-être trop importante ce jour-là.
C'est ça. Là, on est en période de reprise. Hein. C'est exactement ce que tu dis. On peut être reposé, on peut avoir pris des vacances et se retrouver dans un tourbillon de choses qu'on a à gérer quand on reprend le boulot. Et l'entraînement est pas toujours facile à caser. Et là, effectivement, même reposé, même quand on n'est pas dans une grosse charge d'entraînement, le corps peut dire stop. Et voilà, ton mollet, il t'a dit stop parce que il y avait pas la place pour cette séance ou pour ce type de séance. Et apprendre à s'écouter, ça c'est aussi quelque chose qui est fondamental. C'est pas facile, hein. C'est facile de le dire quand on est là derrière un micro, mais n'empêche que c'est quelque chose qu'il faut répéter. C'est un message qu'on doit sans cesse répéter aux sportifs. S'écouter en faisant sa séance, s'écouter avant, s'écouter pendant. Moi j'aime bien cette notion de... Alors, je parle de méthode champenoise, mais je parle aussi de méthode sensorielle, c'est-à-dire construire une bibliothèque de sensations qui va permettre justement de dire « Oula, si on est très à l'écoute de son corps, on écoutera les moindres signaux. » Alors bien sûr, faut pas s'arrêter à chaque fois qu'il y a un signal d'alarme, mais parfois, certains signaux, et on arrive à les capter, nous disent que c'est pas le bon moment. Et ça, c'est important de les écouter. Tu peux très bien te dire « Je pars aujourd'hui pour faire une séance de VMA », et pendant l'échauffement, les sensations ne sont pas là, et tu vas bifurquer sur un footing où tu auras quand même pris du plaisir, mais sans mettre en danger ta condition physique. C'est ça, c'est exactement ça. Alors bien sûr, il faut pas à chaque fois que on a un petit un pet de travers, comme disait mon père, à chaque fois qu'on a quelque chose, laisser tomber. Il faut pas non plus tomber dans cette facilité d'abandonner, de lâcher l'affaire. Mais néanmoins, on peut aussi réduire l'intensité. On est très fatigué, on a une séance de VMA à faire. Là, voilà. Et là, la méthode sensorielle, elle prend tout son sens. C'est-à-dire que, en fonction du jour J, et c'est pour ça aussi que je pense qu'il faut sortir d'un canevas trop rigoureux d'allure à respecter absolument, ou de fréquence cardiaque à respecter absolument, encore plus sur la fréquence cardiaque où les facteurs qui vont l'impacter sont importants. On doit être en capacité de se dire, voilà, ok, là je suis fatigué, je me sens pas très bien, ma journée a été compliquée, je vais faire appel à mes sensations et je vais la gérer, cette séance de VMA. Je vais les gérer, mes répétitions, mais je vais les gérer avec mon ressenti du jour. Et j'oublie la montre, je ne regarde pas ma montre. L'essentiel, c'est que je fasse une bonne séance. Et moi, en tant qu'entraîneur, je peux valider une séance parce qu'elle aura été bien réalisée, même si les allures sont beaucoup plus lentes. Mais on a atteint l'objectif pour une séance de VMA, une séance qui est bien gérée, qui est progressive, avec une fréquence cardiaque qui dérive progressivement. Même si l'athlète est allé moins vite, je lui dis, là, t'as fait une bonne séance, t'as été intelligent. Tu t'es pas enfoncé dans un système trop rigide où on te dit, voilà, 99,3% de la VMA, c'est ça. Donc, dès la première fraction, je suis à 99,3% et là, boum, ça passe pas. Donc, s'écouter, ressentir les sensations, c'est hyper important. En sachant que dans une année de course à pied, le nombre de séances va lui aussi varier. On a des périodes de récupération, des périodes post-compétition ou avant-compétition où on va pas toujours être à 3 séances par semaine ou 4 séances ou 5 séances. C'est parfois difficile, tu vois, quand on a ces rendez-vous réguliers de se dire, cette semaine, j'ai que 2 séances. Moi, j'ai l'impression que parfois il me manque quelque chose si j'ai pas ma sortie sur la piste, mon footing en bord de Loire. Mais ça fait partie de l'entraînement. Cette récupération dont on parlait tout à l'heure, c'est un savant équilibre entre ces temps d'intensité, ces temps de travail et le repos que l'on doit aussi s'accorder. C'est ça. Mais je pense que c'est aussi le reflet de la vie quand on fait les choses quotidiennement. Elles peuvent aussi devenir banales. Donc, avoir une période dans l'entraînement, dans l'année, où l'entraînement est moins important. Si c'est pour à ressentir ce petit manque et y revenir avec plus de motivation et plus d'envie, plutôt que de banaliser quelque chose qu'on fait tout au long de l'année, c'est bien et c'est du plaisir. Donc on va créer un petit manque pour mieux repartir. Et on s'aperçoit souvent que ces périodes comme ça où on a un peu réduit l'entraînement, on repart plus fort. Des athlètes de haut niveau, même des femmes qui étaient enceintes et qui ont arrêté l'entraînement et qui reviennent encore plus fort, des athlètes qui se blessent et qui finalement se retrouvent 3 mois après au top niveau. Bien sûr, quand on vit l'instant et qu'on est privé, frustré, c'est pas très agréable. Mais voilà, là encore, se dire que c'est pas très grave. Et si on réduit l'entraînement pendant quelques semaines pour mieux retourner, c'est gagné. Alors Bruno, je vais te laisser faire un petit bilan, un petit résumé, une conclusion de cet épisode
qui aurait pu durer 30 secondes, hein, parce que la réponse c'est il n'y a pas un nombre de séances idoine pour réaliser une progression en course à pied. Ça dépend de chacun. Mais je te laisse donner quelques axes pour conclure cet épisode et cette capsule l'œil du coach. Alors, ce qu'on pourrait dire, c'est que chaque cas est particulier. Donc, ce qui est important, c'est que le nombre de séances qu'on va mettre dans sa semaine doit être adapté non seulement à sa physiologie, à ses capacités physiques, mais aussi à ses capacités ou à ses contraintes familiales et professionnelles. Donc, il n'y a pas un cas unique, il y a un nombre de séances qui est adapté à vos particularités et elles sont uniques. Ce nombre de séances, il doit aussi s'adapter en fonction de l'objectif qu'on se fixe, même si en fonction de la séance et de l'objectif qu'on a, on ne doit pas non plus négliger le volume quand on prépare quelque chose de très long, mais l'objectif qu'on se fixe va aussi avoir une influence sur le nombre de séances. Donc, le type d'athlète que l'on est et son contexte, le type d'objectif qu'on se fixe, ça c'est quelque chose qui va définir le bon nombre de séances d'entraînement par semaine. Et puis ensuite, peut-être que sur ce nombre d'entraînements, on va plutôt favoriser la qualité plutôt que la quantité, surtout quand on ne peut pas mettre beaucoup de quantité, choisir les séances qui seront les plus pertinentes. Donc, on va dire, l'idée, c'est aussi de courir utile. Donc, il n'y a pas forcément un nombre de séances qui est parfait, qui est à faire absolument, mais courir utile, essayer de fixer vraiment les bonnes séances, les bonnes intensités pour optimiser au mieux le nombre de séances qu'on va faire par semaine. Merci Bruno pour ces éclairages. On peut inciter les auditeurs à venir nous indiquer combien de séances ils réalisent par semaine et peut-être surtout ce qu'ils font à l'intérieur de ces séances, parce que ça peut être 3 footings, ça peut être 3 séances de qualité, mais on a envie de savoir ce qui se cache derrière vos entraînements. Donc que ce soit via Bruno ou via la page du podcast, venez nous indiquer ce que vous faites à l'entraînement. Tu valides Bruno ? Je valide tout à fait et puis on répondra avec grand plaisir. Et pour les auditeurs, on vous retrouve dès la semaine prochaine ou un petit peu plus tard dans le mois pour une nouvelle capsule, l'œil du coach. C'est cet épisode avec Bruno. On vous donne des conseils précis pour améliorer, progresser à travers vos entraînements. Bonne semaine à vous. Cette capsule L'œil du coach avec Bruno Heuby est désormais terminée. Merci à vous pour votre écoute, mais aussi pour vos retours sur ce format d'épisode un petit peu plus court. N'hésitez pas à nous transmettre vos questions, vos interrogations via les différents réseaux, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à nous soumettre vos idées d'épisodes pour de prochaines capsules. Belle semaine à vous!